Qu'est-ce qui fait que l'homme est homme? Il erre sur Terre depuis plus d'1 million d'années, mais la transformation magique qui a fait de l'animal ingénieux et social quelque chose de complètement différent, de jamais vu, s'est opérée il y a seulement une dizaine de milliers d'années. Dire que 99% de son histoire se résume à se cacher dans des grottes et à dévorer de la viande crue, sans savoir se réchauffer, fabriquer des outils ou des armes, sans savoir parler. Et la palette de ce qu'il éprouvait alors ne le différenciait en rien du singe ou du loup. La faim, la peur, l'attachement, l'inquiétude, le contentement. Comment a-t-il pu, en quelques siècles, apprendre à construire, à penser et écrire ses pensées, transformer la matière qui l'entourait et inventer des objets? Qu'est-ce qui l'a poussé à dessiner? Comment a-t-il découvert la musique? Comment est-il parvenu à coloniser le monde entier et le plier à ses besoins? Qu'a-t-on ajouté à cet animal il y a 10 000 ans? Le feu? On a permis à l'homme d'apprivoiser lumière et chaleur, de les emporter avec lui dans des contrées froides, inhospitalières, et de griller ses aliments sur un feu pour choyer son estomac. Qu'est-ce que ça a changé? Rien d'autre que lui offrir l'opportunité d'étendre son territoire. Les rats, eux, n'ont pas eu besoin du feu pour se répandre sur la terre, sans pour autant devenir autre chose que ce qu'ils étaient initialement. Des mammifères grégaires et des brouillards. Non, sans doute pas le feu. En tout cas, pas uniquement le feu. Le musicien avait raison. Mais alors quoi d'autre? Quoi? Le verbe? Voilà qui représentait une différence indubitable entre l'homme et les autres animaux. La taille des idées aux contours grossiers en diamants verbaux susceptibles de devenir la monnaie universelle d'échange et d'avoir cours partout dans le monde. Il ne s'agit pas tant d'exprimer ce qui se passe dans la tête que d'y mettre de l'ordre. Transformer les coudées de métal en fusion en objets aux formes stables. Une pensée claire et rationnelle. La capacité de transmettre le savoir ou des ordres, sans ambiguïté aucune. De là découle la possibilité de s'organiser et de subordonner, de rassembler des armées et constituer des États. Cependant, les fourmis se passent aisément de mots pour construire des mégalopoles à leur échelle, trouver leur place dans une hiérarchie complexe, et pour se transmettre les unes aux autres des informations et des ordres. Battre le rappel de légions innombrables à la discipline de fer, qui s'affrontent dans des guerres sans merci, méconnues des hommes. Alors quoi? L'alphabet? Était-ce l'alphabet, sans lequel l'accumulation des connaissances eût été impossible? Étaient-ce toutes ces lettres qui avaient servi de briques à la tour de Babel qu'était la civilisation humaine? Sans cet alphabet, l'argile crue de la sagesse acquise par une génération l'abîmerait en poussière sous son propre poids, et chaque nouvelle génération reprendrait la construction de la grande tour au même niveau que la précédente. À son tour, elle consacrait sa vie au dur labeur, sans pour autant ajouter un étage. Les lettres et l'écriture avaient permis à l'homme de sortir le savoir qui se trouvait trop à l'étroit dans sa tête pour le conserver et le transmettre à ses descendants. Ces derniers n'avaient plus à redécouvrir ce qu'il avait été, et pouvaient apporter leur propre pierre à l'édifice en se reposant sur les fondations solides léguées par leur aïeux. Pourtant, les lettres ne pouvaient être la seule cause de tout ça. Si les loups savaient écrire, auraient-ils bâti une civilisation semblable à celle de l'homme? Auraient-ils bâti une civilisation? Quand le loup est rassasié, il traverse une période de prostration béate et consacre son temps au câlin et au jeu, jusqu'à ce que la faim lui tailladent le ventre et le pousse plus loin.
Quand un homme est rassasié, une langueur d'un autre genre s'empare de lui. Insatiable, inexplicable, celle-là même qui le pousse à contempler les étoiles des heures durant, à griffonner sur les murs de sa caverne avec une peinture ocre, à décorer les barques de guerre de têtes de proue sculptées, à se courber durant des siècles pour ériger des colosses de pierre au lieu de renforcer les murs de ses forteresses. Celle-là même qui incite à consacrer sa vie à aiguiser sa maîtrise de la rhétorique au lieu de viser l'excellence dans l'art de manier une épée. Celle-là même qui pousse un ancien assistant machiniste à consacrer le peu d'années qui lui reste à vivre à la lecture et aux recherches et aux tentatives d'écriture. L'écriture de quelque chose de particulier. Pour apaiser cette langueur, la foule sale et indigente tombe en émoi devant un violoniste errant. Les rois accueillent des troubadours et protègent les peintres. Et une gamine, née sous terre, regarde pendant des heures le gribouillage approximatif d'un emballage de thé. Cet appel puissant et mal définissable, qui peut même surpasser celui de la faim, n'existe que chez l'homme. N'est-ce pas cette chose qui élargit la gamme des sentiments accessibles aux autres animaux et confère à l'homme la capacité de rêver, l'audace d'espérer et le courage d'épargner? L'amour et la compassion que l'homme considère souvent comme son apanage exclusif et distinctif sont accessibles à d'autres. Le chien, par exemple, est capable autant d'amour que de compassion. Quand son maître est malade, il ne quitte que rarement son chevet et gémit. Le chien peut également éprouver un sentiment de manque et placer le sens de sa vie dans un autre être. Si son maître vient à mourir, il est parfois prêt à se laisser crever pour le rejoindre. Cependant, le chien est incapable de rêver. S'agirait-il donc d'une langueur de la perfection et du beau, ainsi que la capacité à les apprécier? Cette aptitude étonnante à se délecter de combinaisons de couleurs, de séquences sonores, de brisures de lignes et de l'élégance des constructions verbales. Et le savoir pour en extraire le carillon de l'âme, doux et poignant à la fois. Capable de réveiller toutes les consciences, celles enlisées dans la graisse, celles couvertes de cornes, et celles morcelées pour les aider à se purifier? Peut-être. Mais ce n'est pas uniquement cela. Pour couvrir le bruit des rafales de mitrailleuses et les cris désespérés d'hommes nus attachés ensemble, d'autres hommes mettaient parfois à plein volume les grandes symphonies wagnériennes. Il n'y avait aucune antinomie. L'un soulignait l'autre. Alors, qu'y a-t-il d'autre? Même s'il parvient à survivre dans l'enfer actuel en simple entité biologique, l'homme gardera-t-il cette part fragile, insaisissable et néanmoins réelle de son essence? Cette étincelle qui, voilà 10 000 ans, avait transformé l'animal affamé au regard vague en une créature d'un autre ordre. En un être dont la faim de l'âme était plus forte que la faim physique. Un être agité, en grand écart permanent entre la noblesse d'âme et la bassesse, entre une inexplicable miséricorde, inhabituelle chez les carnassiers, et une cruauté injustifiable, qui n'a pas d'équivalent même dans le monde impitoyable des insectes. Un être bâtissant des palais extraordinaires et composant des tableaux incroyables, en compétition avec le Créateur lui-même, dans la capacité à produire la beauté à l'état pur, et inventant des chambres à gaz et des bombes à hydrogène, pour annihiler tout ce qu'il a construit et mettre fin de manière économique à la vie de ses semblables. Bâtisseurs appliqués de châteaux de sable sur une plage et leur destructeur potentiel. Cette étincelle qui en avait fait un être enclin à la démesure, anxieux et inintelligent, incapable d'étancher sa soif étrange,
mais consacrant sa vie entière aux tentatives pour y parvenir. Qui l'avait transformée en homme? Demeurait-elle en lui? Restera-t-elle après lui? Ou alors allait-elle, pic fugace sur le diagramme de l'histoire, disparaître dans ses descendants, renvoyant l'homme en arrière dans son abrutissement séculaire, dans la temporalité familière où d'innombrables générations se succèdent sans lever les yeux du sol, et où 10, 100, 500 000 ans passent dans une égale indifférence. Qu'y a-t-il d'autre? C'est vrai? Précise ta question, lui dit Léonide en souriant. Ce que tu as dit à propos de la cité d'Émeraude, à propos de l'arche, est-ce qu'il existe vraiment un tel endroit dans le métro? Demanda Sacha, pensive, en examinant le sol. Il y a des rumeurs, répondit-il évasivement. Ce serait formidable d'y aller un jour. Quand je suis allé là-haut et que j'ai eu tellement pitié des hommes. Tout ça à cause d'une seule erreur, et ils ne pourront plus jamais remettre le monde comme avant. Alors que c'était tellement bien. Sans doute. Une erreur? Non. C'était le pire des crimes, rétorqua le musicien soudain sérieux. Détruire la Terre entière et tuer plus de 6 milliards d'êtres humains? Une erreur? Peu importe. Ne méritons-nous pas le pardon, toi et moi? Tout homme le mérite. Chacun mérite d'avoir une chance de changer et de tout recommencer une nouvelle fois, même si c'est la dernière. Elle se tut quelques instants. J'aimerais tellement voir comment c'est en réalité. Avant, tout ça, ça ne m'intéressait pas. Avant, je luttais pour survivre et tout me paraissait laid là-haut. En vérité, je ne montais tout simplement pas au bon endroit. Que c'est idiot. Cette ville au-dessus de nous, c'est comme ma vie passée. Elle n'a aucun avenir. Il ne lui reste que la mémoire, et encore celle des autres. Seulement des fantômes. Quand j'étais là-haut, j'ai compris quelque chose de très important, tu sais, dit Sacha en se troublant. L'espoir, c'est comme le sang. Tant qu'il coule dans tes veines, tu vis. Je veux espérer. Et pourquoi veux-tu aller dans la cité d'Émeraude? Demanda le musicien. Je veux voir comment on vivait autrefois. Je veux m'en imprégner. Tu l'as dit toi-même, là-bas, les gens doivent être complètement différents. Les gens qui n'ont pas oublié le passé et qui, de ce fait, ont un avenir, doivent être absolument, radicalement différents. Il errait sans hâte dans la salle de la Dobryninskaya, sous l'œil vigilant des gardes. Omer, qui les avait laissés en tête-à-tête avec une réticence manifeste pour se rendre à un entretien avec les autorités de la station, n'était toujours pas revenu. Quant à Hunter, il n'avait pas donné signe de vie jusqu'à présent lui non plus. L'apparence de la salle en marbre de la Dobryninskaya regorgeait d'allusions à Sacha. Dans cette station, les grandes arches donnant accès aux voies alternaient avec des arches plus petites, murées, décoratives. Une grande, une petite, de nouveau une grande, puis encore une petite. Comme des couples se tenant par la main. Un homme, une femme, un homme, une femme. À son tour, elle fut saisie d'une soudaine envie de plonger sa main dans celle, large et forte, d'un homme, et de s'y réfugier ne fût-ce que pour quelques instants. Ici aussi on peut construire une vie nouvelle, dit Léonide avec un clin d'œil pour la jeune fille. Pas besoin d'aller ailleurs à la recherche de quelque chose. Il suffit parfois de regarder autour de soi. Et que vois-je autour de moi? Moi, répondit-il en baissant les yeux, avec une humilité simulée. Toi, je t'ai déjà vu. Je t'ai même entendu. Et j'aime beaucoup ta musique, comme tous les autres. N'as-tu aucun besoin des munitions que tu ramasses? Tu en as tant donné pour qu'on nous laisse venir ici?
Tant que j'en ai suffisamment pour manger, et pour ça j'en ai toujours assez. C'est idiot de ne jouer que pour amasser de l'argent. Et pour quelle raison joues-tu alors? Pour la musique? Il rit. Pour les autres? Non, ce n'est pas ça. Je joue pour ce que la musique induit chez les gens. Et qu'induit-elle? En théorie, cela peut être n'importe quoi, répondit Léonide en redevenant sérieux. J'ai des morceaux qui provoquent l'amour, d'autres qui tirent des larmes. Et celle que tu jouais la dernière fois? Demanda Sacha en posant sur lui un regard soupçonneux. Celle qui n'a pas de nom? Qu'est-ce qu'elle induit? Tu parles de celle-là? Il siffla l'ouverture. Elle n'induit rien. Elle atténue la douleur. Hé, le moujik! Omer referma son cahier et se tortilla sur l'inconfortable banc de bois. Le garde était assis derrière un petit comptoir presque entièrement occupé par 3 vieux téléphones noirs en bakélite, sans cadran ni touche. Une ampoule rouge clignotait sur l'un des appareils. Andreï Andreïevitch s'est libéré. Il veut bien t'accorder 2 minutes. Alors quand tu seras entré, ne lambine pas. Va droit au but, lança sévèrement la sentinelle à l'attention du vieillard. 2 minutes, ce n'est pas assez, fit Omer dans un soupir. Je t'ai prévenu, rétorqua l'autre en haussant les épaules. Même 5 minutes auraient été insuffisantes. Le vieil homme ne savait pas comment commencer, comment finir, à propos de quoi se renseigner, ni quelle demande formuler. Sa seule certitude était qu'il ne pouvait s'adresser à personne d'autre qu'aux autorités de la Dobryninskaya. Cependant, Andreï Andreïevitch, un gaillard gras, engoncé dans un uniforme dont la chemise ne se fermait pas et suant de colère, ne laissa pas le vieillard discourir longtemps. « T'es aveugle ou quoi? J'ai un cas de force majeure sur les bras, 8 gars liquidés. Et toi tu me bassines avec tes épidémies? Y a rien de tel ici, c'est tout, et me fais plus perdre de temps. Alors soit tu décartes d'ici tout seul. » Comme un cachalot bondissant des eaux, le responsable se redressa, manquant de renverser la table derrière laquelle il était assis. Le visage de la sentinelle interloquée apparut dans l'embrasure de la porte du bureau. Omer quitta le siège bas et inconfortable réservé aux hôtes des lieux. « Tout seul? Pourquoi alors avez-vous envoyé des troupes vers la Serpoukovskaya? Qu'est-ce que ça peut te faire? On dit dans la station, qu'est-ce qu'on dit? Qu'est-ce qu'on dit? Tu sais quoi? Pour que tu ne sèmes pas la panique, Pacha, balance-moi ça dans une cage. » En un clin d'œil, Omer se trouva propulsé dans l'antichambre. Et le garde, alternant les appels à la raison et les coups, entraîna le vieillard qui lui résistait avec acharnement dans un étroit couloir latéral. Entre 2 claques, le masque d'Omer se détacha, et il retint sa respiration. Mais un nouveau coup le plongea dans une quinte de toux. Le cachalot émergea sur le seuil de son bureau, barrant toute l'ouverture de la porte. « Qu'il reste là-bas un peu, on s'occupera de lui plus tard. Et toi, t'es qui? T'as pris rendez-vous » grogna-t-il à l'adresse de quelqu'un d'autre. Omer eut le temps de se tourner pour regarder le nouveau venu. À 3 pas de lui, les bras croisés sur le torse, Hunter se tenait immobile. Vêtu de l'uniforme d'un autre, trop petit pour lui, dissimulant son visage dans l'ombre de la visière levée de son casque, il n'avait pas l'air de reconnaître le vieillard ni de vouloir prendre parti. Omer s'attendait à le voir couvert de sang tel un boucher, mais la seule tache rouge sur son uniforme venait de sa propre blessure. Reportant son regard de pierre sur le responsable de la station, Hunter avança soudain dans sa direction d'un pas lent, mais déterminé, comme s'il comptait passer à travers ce corps qui lui barrait l'accès au bureau. L'autre resta bouche bée quelques secondes avant de reculer en bredouillant pour libérer le passage. Le garde tenant Omer demeura immobile dans l'attente d'un ordre. Hunter entra dans le bureau à la suite de l'homme bedonnant qui battait en retraite, et d'un seul grognement léonin, il chassa toute la morgue, le réduisant au silence.
Puis il chuchota d'une voix qui ne souffrait aucune objection. Abandonnant le vieil homme, le garde se rapprocha silencieusement de la porte et en franchit le seuil. Un instant plus tard, il sortait, emporté par un torrent de jurons orduriers. Les hurlements du responsable de la station montaient dans les aigus. « Et relâchez ce provocateur !» cria-t-il enfin. La voix du poussa sonnait comme celle d'un homme hypnotisé qui restitue un ordre suggéré par un tiers. Le visage écarlate, le garde, échaudé, referma la porte derrière lui, se traîna jusqu'à son siège à côté de l'entrée et se plongea dans la lecture d'un feuillet d'information imprimé sur du papier d'emballage. Quand Homer dépassa sa table d'un pas décidé pour entrer dans le bureau, l'autre se recroquevilla davantage derrière son journal. Ce qui allait se dérouler de l'autre côté de la porte ne le concernait plus désormais. Ce ne fut qu'à ce moment, alors qu'il jetait un regard triomphant au garde dissimulé derrière son journal, qu'Homer eut l'opportunité d'examiner les téléphones disposés devant la sentinelle. Sur celui dont l'ampoule clignotait sans discontinuer était collé un morceau d'adhésif blanc sale. On y avait inscrit à la main un seul et unique mot. Toulskaya. « Nous maintenons de bonnes relations avec l'ordre, » dit le responsable en faisant craquer ses phalanges, mais sans oser lever les yeux sur Hunter. « Mais nous n'avons pas eu vent de cette opération, et je ne suis pas habilité à prendre une telle décision seul. »« Alors appelez la station centrale, » lâcha l'autre. « Vous avez le temps d'obtenir son aval, mais ce temps est compté. » « Elle ne donnera pas son accord. C'est la stabilité de toute la Hanse qui sera mise en péril. »« Quoi ? Vous ne savez pas que c'est ce qui prime pour la Hanse, parce que chez nous tout est sous contrôle. »« Qu'est-ce que vous me chantez avec votre stabilité ? Si on ne prend pas de mesures, la situation est stable. »« Je ne vois pas ce qui vous chagrine, » fit Andreï Andreïevitch en secouant la tête. « On a des mitrailleuses pointées sur tous les accès. Une souris ne passerait pas. Je dis, attendons le temps que ça se tasse. »« Rien ne va se résoudre de soi-même, » grogna Hunter. « Tout ce que vous allez gagner, c'est que quelqu'un passera par la surface ou trouvera un moyen de contourner vos défenses. Il faut nettoyer la station. Il n'y a pas d'autre solution. Je ne comprends même pas que vous ne l'ayez pas fait vous-même. »« Oui, mais il se peut qu'il y ait là-bas des personnes saines. Vous imaginez quoi ? Que je vais donner l'ordre à mes gars de tirer dans le tas et de brûler toute la station, et le train avec la secte qui y vit ? Et pourquoi pas la Serpoukovskaya tant que vous y êtes ? La moitié d'entre eux y entretiennent une asphalteuse, et ils ont des marmots illégitimes. Non, vous savez, on n'est pas des nazillons. À la guerre comme à la guerre, mais là, buter du malade. Même quand il y a eu l'épidémie de fièvre afteuse à la Belorouskaya, on séparait les bêtes. Les malades crevaient dans leur coin, mais les animaux sains vivaient. Pas d'abattage systématique. C'étaient des cochons. Là, ce sont des hommes, lâcha le brigadier d'une voix neutre. Non et non. Le responsable secoua encore la tête, projetant des gouttelettes de sueur. Je peux pas ordonner ça. C'est inhumain. Je l'aurai sur ma conscience. Alors que moi, pourquoi je ferais ça ? Pour qu'il hante mes rêves ensuite ? Vous n'aurez pas à le faire vous-même. Il y a des gens pour ça qui dorment d'un sommeil sans rêve. Tout ce que vous avez à faire est de nous laisser traverser vos stations, c'est tout. J'ai envoyé des courriers à police pour me renseigner à propos d'un vaccin. Andreï Andreïevitch essuya son front d'un revers de manche. Il existe un espoir pour eux. Il n'y a pas de vaccin. Il n'y a pas d'espoir. Arrêtez de vous voiler la face. Pourquoi ne vois-je aucune équipe sanitaire de la centrale ici ? Pourquoi refusez-vous de l'appeler et de demander le feu vert pour qu'une cohorte de l'ordre traverse la station ? Le responsable s'emmura dans un silence entêté. Il essaya de fermer sa tunique, triturant les boutons de ses doigts poisseux, puis il abandonna. Il se leva, s'approcha d'un buffet à la peinture écaillée, se servit un verre d'une eau-de-vie odorante et le but d'un trait. « En vérité, vous ne les avez pas informés. » Finit par lâcher Hunter, devinant ce dont il s'agissait. Ils ne savent rien de ce qui vous arrive. Vous avez une épidémie sur les bras, et ils ne sont même pas au courant.
C'est ma tête que je joue sur un coup pareil, répondit l'autre d'une voix enrouée. Une épidémie sur une station de correspondance. C'est la destitution assurée. J'ai laissé faire. Je n'ai pas su le prévenir. J'ai laissé s'installer une menace pour la stabilité de la Hanse. Comment ça? Une station de correspondance? La Serpukovskaya? Pour l'heure, tout est calme là-bas. Mais j'ai réagi bien trop tard. Bien trop tard. Comment savoir maintenant? Et comment l'avez-vous justifié? Des troupes dans une station indépendante. Les tunnels cernés. Des bandits. Des mutins. Ça peut arriver n'importe où. Il n'y a rien d'exceptionnel à ça. Et maintenant, il est trop tard pour la vérité. Le brigadier acquiesça de la tête. Maintenant, il ne s'agit plus de destitution. Andreï Andreïevitch se servit un deuxième verre qui rejoignit aussitôt le premier. Puis il reprit. Désormais, c'est un châtiment bien plus grave qui m'attend. Et maintenant? Demanda Hunter. J'attends. Le responsable s'assit sur sa table. J'attends et j'espère. Pourquoi vous ne répondez pas à leur appel? Intervint soudain Omer. Vous avez un téléphone qui hurle. On vous appelle de la Toulskaya. Et si il ne hurle plus? Répondit l'autre d'une voix éteinte. J'ai coupé la sonnerie. Il n'y a plus que l'ampoule qui s'allume. Tant qu'elle s'allume, ils sont vivants. Pourquoi ne répondez-vous pas? Insista le vieillard hargneux. Et qu'est-ce que je leur dis, moi? Qu'ils doivent patienter? Qu'il faudrait qu'ils guérissent au plus vite? Que les secours arrivent? Qui n'ont plus qu'à se tirer une balle dans la tête? J'ai déjà eu une discussion avec les réfugiés, et ça me suffit. Tu la boucles, tout de suite, lui ordonna Hunter à mi-voix. Et écoute. Je vais revenir avec un groupe d'intervention dans 24 heures. Que tous les postes de contrôle me laissent passer sans encombre. La Serpukovskaya, tu la maintiens bouclée. Nous irons à la Toulskaya pour la nettoyer de fond en comble. S'il le faut, nous nettoierons aussi la Serpukovskaya. Nous allons imaginer une petite guerre. Tu n'as pas besoin de prévenir la centrale. Tu n'auras rien à faire de plus. Je me charge, personnellement, de rétablir la stabilité. Le responsable, aussi mou qu'une chambre à air percée, acquiesça sans force. Il se servit un autre verre d'eau-de-vie, et avant de le boire, il demanda d'une voix faible. « Tu auras du sang sur les mains jusqu'au coude? Ça te pose pas de problème? » Le sang se nettoie très bien à l'eau froide, l'informa le brigadier. Alors qu'il sortait du bureau, Andreï Andreïevitch, prenant une profonde inspiration, héla le garde dans son bureau. L'homme se précipita à l'intérieur, et la porte claqua derrière lui. Se laissant distancer par Hunter, Omer se pencha par-dessus le comptoir, décrocha le combiné noir et colla l'écouteur à son oreille. « Allô? Allô? Je vous écoute, » chuchota-t-il dans l'appareil. Le silence. Pas un silence sourd comme si le câble était coupé, plutôt le silence bourdonnant d'un combiné décroché, mais près duquel il n'y aurait plus personne pour lui répondre. Comme si, à l'autre bout du fil, quelqu'un avait attendu longtemps que l'on décroche, mais n'avait pas vu ses espoirs réalisés. Comme si la voix du vieillard chuchotait à l'oreille d'un cadavre. Hunter jeta un regard peu amène à Omer, et celui-ci, après avoir tout remis en place, le suivit docilement. « Popov! Popov! Debout! Lève-toi vite !» La lumière de la puissante lampe torche du commandant traversait les paupières pour inonder de feu son cerveau. Une main vigoureuse le secouait par l'épaule, puis elle frappa la joue mal rasée d'Artyom. Ouvrant à peine ses yeux, et massant sa joue brûlante, Artyom tomba de sa couchette pour se redresser aussitôt, en position de garde à vous. « Où est ton arme? Prends-la et suis-moi vite !» Quand il dormait, c'était toujours en tenue complète, et Artyom défit l'amas de frusques entourant la Kalachnikov
qui lui servait d'oreiller durant son sommeil. Encore titubant, il s'élança à la suite du commandant. Combien de temps avait-il dormi? 1 heure? 2? Il avait la tête douloureuse et la gorge sèche. « Ça commence !» lui souffla le commandant par-dessus l'épaule, la laine chargée. « Qu'est-ce qui commence ?» demanda-t-il effrayé. « Tu ne vas pas tarder à le voir. Tiens, un chargeur en plus. Tu en auras besoin. » La Toulskaya, station spacieuse dépourvue de colonnes ressemblant à la voûte d'un tunnel de dimension titanesque, était presque entièrement plongée dans l'obscurité. Par endroits, des raies lumineux s'agitaient convulsivement, comme si on avait confié les lampes torches à des jeunes enfants ou à des singes. Quoique la présence de singes dans cette station eût été difficilement explicable. Se réveillant d'un coup et vérifiant nerveusement son arme, Artyom comprit ce qui venait d'arriver. Il n'avait pu les retenir. Ou n'était-il pas encore trop tard? Sortant du poste de garde, 2 combattants les rejoignirent, le visage froissé et la voix enrouée de sommeil. En chemin, le commandant battait le rappel de tous ceux encore en état de tenir sur leurs jambes et d'utiliser leurs armes, même ceux qui avaient contracté la toux. Dans l'air lourd et stagnant, résonnait un brouhaha étrange qui n'augurait rien de bon. Ce n'était pas un cri, ni un hurlement, ni un ordre. C'était un geignement éraillé, plein de désespoir et d'horreur, repris par une centaine de voix. Un geignement mêlé à des bruits métalliques qui provenaient simultanément de plusieurs sources. Le quai était encombré de tentes aux tissus déchirés et pendants, de guérites d'habitation assemblées de plaques métalliques et de morceaux de garnissage des rames, d'étals en contreplaqué, ainsi que de divers objets abandonnés. Le commandant marchait devant, ouvrant la voie tel un brise-glace dans cette mer de déchets, et dans son sillage trottinait Artyom, accompagné de 2 autres soldats. Une rame incomplète, figée à jamais sur les voies du tunnel de droite, émergea des ténèbres. Les lumières étaient éteintes dans les 2 wagons rescapés dont les portes avaient été grillagées tant bien que mal par un assemblage de barrières mobiles. Quant à leur contenu, derrière les vitrines, s'entassait et bouillonnait une masse humaine effrayante. Des dizaines de bras avaient agrippé les grillages de fortune et les secouaient dans un roulement de tonnerre. Des gardes en armes et masques à gaz, postés à côté de chaque ouverture, s'approchaient de temps en temps des grilles, levaient leurs armes, mais ne trouvaient pas le courage de frapper, et encore moins de tirer. Ailleurs, au contraire, les sentinelles tentaient de raisonner, d'apaiser cette marée humaine sous pression dans les boîtes métalliques. Ceux dans les wagons étaient-ils encore capables de comprendre leurs paroles? Ils avaient été entassés là parce qu'ils avaient commencé à fuir des espaces isolés qu'on leur avait réservés dans les tunnels, et parce qu'ils devenaient bien trop nombreux. Plus nombreux que les hommes sains. Le commandant dépassa au pas de course le premier wagon, et le début du deuxième. Ce fut alors qu'Artyom vit enfin la cause de leur hâte. La dernière porte avait cédé, et d'étranges créatures qui tenaient à peine sur leurs jambes, au visage difforme, à l'apparence inhumaine et aux membres boursouflés, s'étaient déversées sur le quai. Personne n'avait encore pu prendre la fuite. Tous les hommes en armes disponibles affluaient vers la brèche. Traversant la chaîne que formaient ces soldats, le commandant fit quelques pas en avant. « J'ordonne à tous les patients de regagner immédiatement leur place !» Il sortit un stechkin de son étui accroché à sa ceinture. L'homme contaminé le plus proche de lui leva péniblement sa tête boursouflée et lécha ses lèvres fendues. « Pourquoi nous traitez-vous ainsi ? Vous savez que vous êtes contaminé par un virus inconnu. Nous cherchons un remède. Il faut que vous patientez. »« Vous cherchez un remède ?» répéta le malade. « La bonne blague !»« Retournez dans le wagon immédiatement !» lança le commandant en faisant claquer son cran de sûreté. « Je compte jusqu'à 10, puis j'ouvre le feu sur les contaminés. 1. Vous voulez nous laisser un espoir pour mieux nous manipuler ?
Jusqu'à ce qu'on crève. 2. Voilà 24 heures que nous n'avons pas eu d'eau. Pourquoi nourrir des moribonds? Les gardes ont peur d'approcher les grilles. C'est comme ça que 2 d'entre eux ont été contaminés. 3. Les wagons sont pleins de cadavres. On marche sur des visages humains. Tu sais comment craque le nez? Si c'est celui d'un enfant, c'est... On n'a pas d'endroit où les mettre. On peut pas les brûler. 4. Et dans le wagon d'à côté, c'est tellement bondé que les morts tiennent debout, épaule contre épaule, avec les vivants. 5. Mais bon Dieu, tirez! Je sais qu'il n'y a pas de remède. Comme ça, j'aurai une mort rapide. Je n'aurai plus à supporter la douleur de mes organes internes, qu'on lime, puis qu'on arrose d'alcool. 6. Et qu'on brûle. L'impression d'avoir des vers dans la tête qui bouffent petit à petit non seulement mon cerveau, mais mon âme. 7. Imbécile! Laisse-nous sortir! Laisse-nous mourir comme des hommes! De quel droit tu nous tortures ainsi? Toi-même, tu le sais, tu es sans doute déjà contaminé. 8. Je fais ça au nom de la sûreté, pour que d'autres survivent. Je suis prêt à crever, mais aucun de vous, fils de chienne, n'ira nulle part. Épaulé! Artyom obtempéra et pointa son arme en direction du malade le plus proche. Seigneur Dieu, c'était une femme. Sous son maillot maculé de sang séché pointaient des seins boursouflés. Il cligna des yeux, changea de cible et mit en joue un vieillard tremblotant. La foule monstrueuse piétina dans une tentative de recul vers les portes du wagon. Mais la sortie de nouveaux malades gémissant de la rame l'en empêcha. « Sadique! Qu'est-ce que tu fais? Tu vas tirer sur des vivants! Nous ne sommes pas des zombies! » 9! Lança le commandant d'une voix désincarnée. « Libère-nous » hurla l'autre qui tendit les mains vers son interlocuteur. Son mouvement agit sur la foule comme celui d'un chef d'orchestre, et les malades s'avancèrent vers les soldats. Feu! À peine Léonide portait-il son instrument à ses lèvres que les gens commençaient à s'agglutiner autour de lui. Les premières notes, brouillonnes, tâtonnantes, qui s'échappaient du pavillon de sa flûte, suffisaient à arracher des sourires de satisfaction et des applaudissements d'encouragement à l'auditoire. Et quand sa voix s'affirmait, les visages se transfiguraient. On eût dit qu'on les lavait de leur crasse. Cette fois, Sacha occupait une place particulière, juste à côté du musicien. Des dizaines d'yeux n'étaient plus seulement rivés sur Léonide. Une partie des regards extatiques était posée sur elle. Au début, la jeune fille s'était sentie mal à l'aise. Elle ne méritait ni l'attention ni la gratitude de cette foule. Cependant, la mélodie la captiva à son tour, et l'emporta loin des dalles de granit et de tout ce qui l'entourait, comme pouvait le faire un bon livre, ou une histoire habilement racontée. Il jouait à nouveau cette fameuse mélodie, celle de sa composition, sans nom. Léonide débutait et terminait par elle toutes ses représentations. Elle avait le don de détendre les rides, chasser la poussière des yeux vitreux et y allumer de petites lumières. Sacha connaissait le morceau, mais Léonide y ouvrait des portes secrètes, improvisant des harmonies nouvelles, et sa musique gagnait une sonorité différente, comme si elle avait fixé le ciel très longtemps, et que soudainement les nuages blancs s'ouvraient pour un instant, et dévoilaient une perspective infinie teintée de vert. Elle sentit la morsure d'un regard. Sonnée par ce retour sur terre anticipé, Sacha se tourna, inquiète. Et elle le trouva. Dépassant d'une tête l'ensemble de la foule, un peu en retrait des autres auditeurs, se tenait Hunter, la tête légèrement renversée en arrière. Son regard aigu et affûté était posé sur elle.
S'il la relâchait de cette étreinte oculaire, c'était pour fixer le musicien, lequel n'accordait aucune attention au rasé, ou au moins ne donnait pas l'impression d'en être incommodé. C'était étrange car Hunter restait là sans chercher à l'enlever, ni à interrompre le concert. Ce ne fut qu'après avoir patienté jusqu'aux dernières notes qu'il recula et disparut. Sacha, abandonnant aussitôt Léonide, traversa la foule et se jeta à sa poursuite. Il s'arrêta quelques pas plus loin, à côté d'un banc où était assis Omer, la mine abattue. « Tu as tout entendu » siffla-t-il. « Je pars. Est-ce que tu viens avec moi ?»« Où ?» Le vieillard gratifia la jeune fille d'un faible sourire. « Elle sait tout » expliqua-t-il au rasé. Hunter regarda Sacha une fois encore, puis acquiesça silencieusement. « Pas très loin d'ici » dit-il au vieillard, en accompagnant ses paroles d'un mouvement de la tête. « Mais je ne veux pas être seul. »« Prends-moi avec toi » lança Sacha. Il soupira bruyamment, serra et rouvrit les poings. « Merci pour ton couteau, » dit-il enfin. « Il m'a été très utile. » La jeune femme fit un bond en arrière, blessée, mais se ressaisit aussitôt. « C'est toi qui décides comment employer ce couteau, » répliqua-t-elle. « Je n'avais pas le choix. Désormais tu l'as, » dit-elle en se mordant la lèvre inférieure et en fronçant les sourcils. « Même maintenant je ne l'ai pas. Si tu sais, alors tu dois le comprendre. Si réellement, que dois-je comprendre ? Qu'il est important d'arriver à la Toulskaya. Qu'il m'est important. Au plus vite. » Sacha voyait ses doigts parcourus de légers tressautements. Elle voyait s'étaler la tache sombre sur son épaule. Elle se sentait envahie d'une peur croissante. De lui. Et surtout, pour lui. « Il faut arrêter, » lui dit-elle avec douceur. « C'est exclu, » lâcha-t-il sèchement. « Peu importe qui le fera. Pourquoi pas moi ? Parce que tu vas te tuer à cette tâche. » La jeune fille effleura sa main avec précaution. L'autre se raidit comme si elle l'avait piqué. « Je le dois. Ici, ce sont les lâches qui décident. S'il faut encore temporiser, j'éradiquerai tout le métro. » Et s'il y avait une autre solution ? Et s'il existait un médicament ? Et si tu n'avais plus à le faire ? Combien de fois faut-il le répéter ? Il n'y a pas de remède contre cette fièvre. Est-ce que je serais capable de... Qu'est-ce que tu choisirais ? Insista Sacha. Il n'y a pas de choix. Le rasé repoussa sa main. On y va, lança-t-il au vieillard. Pourquoi tu ne veux pas m'emmener avec toi ? Cria-t-elle. Parce que j'ai peur. Il avait prononcé ces dernières paroles tout doucement, presque dans un souffle, pour que nul à part Sacha ne puisse l'entendre. Hunter fit volte-face et s'éloigna, lançant au vieillard qu'il disposait de 10 minutes avant le départ. « Est-ce que je me trompe ou quelqu'un ici souffre de la fièvre ?» fit une voix derrière Sacha. « Quoi ?» Elle se retourna et tomba nez à nez avec Léonide. « Il m'a semblé entendre qu'il était question de fièvre, » fit-il avec un sourire innocent. « Tu auras mal entendu, » répliqua-t-elle. Elle n'était pas d'humeur à débattre avec lui. « Et moi qui pensais que les cancans se confirmaient après tout, » fit le musicien pensif, comme s'adressant à lui-même. « Quel cancan ?» demanda Sacha en fronçant les sourcils. « À propos de la quarantaine sur la Serpoukovskaya ? À propos d'une maladie soi-disant incurable ? À propos d'une épidémie ? » Il scrutait intensément son visage, à l'affût du moindre mouvement de ses yeux, de ses traits. « Et tu nous as espionnés pendant longtemps ? » demanda-t-elle, le sang lui montant aux joues. « Je ne le fais jamais exprès, c'est mon oreille musicale, » fit-il en écartant les bras. « C'est mon ami, » précisa Sacha en désignant Hunter du menton. « Magnifique, » répondit le musicien sans articuler. « Pourquoi dis-tu « soi-disant incurable »»« Sacha !»
Homer se leva du banc sans détacher son regard soupçonneux du musicien. « Est-ce que je peux te parler un instant ? Il faut que nous discutions de la suite. »« Permettez que je la garde encore un instant, » lança le musicien au vieillard avec un sourire poli. Il bondit sur le côté et fit signe à la jeune fille de le suivre. Sacha fit un pas hésitant dans sa direction. Elle ne pouvait se défaire de l'impression que la partie n'était pas perdue contre le rasé. Si elle refusait de se rendre maintenant, Hunter ne trouverait pas la force de la chasser à nouveau. Elle savait qu'elle pouvait encore l'aider, même si pour le moment elle n'avait pas idée de la manière de s'y prendre. « Il est possible que j'ai entendu parler d'épidémie bien avant toi, » chuchota Léonide. « Peut-être que ce n'est pas la première occurrence de cette maladie, et si des comprimés magiques pouvaient aider à en guérir... » Le musicien la regarda dans les yeux. « Il dit qu'il n'y a pas de remède, qu'il faudrait tous les... » bafouilla Sacha. « Liquider ? Il, c'est ton merveilleux ami ? Pourquoi ne suis-je pas étonné ? Ces paroles ne sont pas celles d'un gamin, mais d'un médecin diplômé. Tu veux dire ? Je veux dire. Le musicien lui posa la main sur l'épaule, se pencha vers elle et lui souffla à l'oreille. Qu'on peut soigner cette maladie. Qu'il existe un remède.